أشهد أن لا إله إلا الله. Alors, pour terminer, j'ai envie de dire que certains pourraient dire que tout ça c'est théorique. Hein. Nos hommes actuellement, ils ne sont pas comme ça. Ou alors nos femmes ne sont pas comme ça, elles ne sont pas éduquées pour ça. Hein, bref, j'ai juste envie de vous laisser en fait avec cette parole divine. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Ceci que Dieu ne change un bienfait qu'il a donné à un groupe de gens que si eux changent quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, afin de savoir déjà ce qu'on cherche, et surtout ne pas se dire je vais me marier pour que l'autre me rende heureux. Il faut d'abord être heureux soi-même, se connaître soi-même pour connaître ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de trouver chez l'autre. Et c'est à ce moment-là que je donne la parole à Dominique Théwissin qui va vous parler de ce côté important. Wallahu a'la wa a'lam. Assalamu Que la paix de Dieu soit sur vous tous et vous toutes, mes frères et mes sœurs. Je bénisse notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes, les compagnons, les sahaba, voilà, qui nous ont guidés jusqu'ici. Que Dieu me permette de toucher vos cœurs et que vous puissiez chacun repartir avec peut-être un petit quelque chose qui va vous éclairer. Je parle assez fort comme ça, pour derrière, c'est bon? Un peu plus peut-être. Voilà, on va essayer donc Inch'Allah, de passer un petit peu en revue les choses, alors dans un aspect que je décrirais comme psychosocio-pratique, on va dire, pour aborder un petit peu la question de comment est-ce qu'on avance vers le mariage. Voilà, alors je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont sans doute déjà mariés, qui ont déjà marié des enfants, qui ont des enfants mariés, donc je vais plutôt m'adresser aux candidats eux-mêmes, et tout en faisant des liens, en fait, avec des questions qui concernent un peu plus les parents, dans la mesure où quelque part toutes ces questions sont évidemment cycliques, puisqu'on est dans une famille, que notre premier exemple de vie de couple va être celui de nos parents, que ça va déterminer des prédispositions psychologiques et de caractère, de toute façon, dans la manière dont on va commencer notre vie, et notamment notre vie de couple, et que à notre tour, nous deviendrons des parents, et que quelque part, nos enfants vont baigner dans l'ambiance qu'on aura construite dans notre maison. Donc on voit que ces choses-là sont vraiment des choses qui se transmettent et qui se répètent. Alors comme l'a dit Nawal, la vie de couple, c'est une grande aventure qui comporte beaucoup de facettes. Alors chacun et chacune devrait pouvoir trouver dans cette vie de couple bien du réconfort, la chaleur d'un foyer, l'assouvissement de ses besoins en tendresse et en sexualité, la joie de devenir parents, si Dieu nous le permet, etc. etc. Le mariage, c'est aussi un djihad, c'est aussi une épreuve, une succession d'épreuves, parce que vivre avec l'autre au quotidien, supporter son caractère, et aussi le nôtre, parce que c'est vrai que dans ce qu'on va envoyer à l'autre, il y a des choses qui vont nous revenir en miroir et en boomerang, et parfois c'est soi-même qu'on voit dans l'autre et ça ne fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours facile à voir. Donc supporter les caractères, élever les enfants, négocier encore et toujours, parce que ça c'est quelque chose que vous allez commencer à faire à partir du moment où vous allez envisager le mariage, jusqu'au moment où ce mariage se terminera. Tous les mariages se terminent, idéalement par la mort, parfois par choix aussi, ou par nécessité impérative, mais du début à la fin de ce processus, vous allez toujours devoir négocier et encore négocier avec l'autre et aussi avec vous-même. Alors, c'est aussi tout un parcours pendant lequel on est sans cesse en train de choisir entre moi et nous.
Le nous, une fois qu'on se marie, on ne devient pas une seule et même personne, on reste deux personnes distinctes. Il y a des psychothérapeutes qui disent que le couple c'est 1 plus 1, ça fait 3. C'est une équation importante parce que 1 moi, 1 toi, 3 notre couple. Il n'est pas question qu'on se fonde l'un dans l'autre, ça ne serait pas réaliste de le penser, et les gens qui vivent dans cette illusion-là, en général, ont des difficultés qui les attendent au tournant. Donc on choisit entre le moi, entre le nous, on essaye d'être équitable, on va vivre des grands moments de bonheur, bien sûr, je vous le souhaite à tous et à toutes, évidemment, des moments de grande sérénité également, parce que sinon le mariage, ça serait une chose horrible, mais aussi des moments de tourment et des moments de doute. Alors, Nawal l'a évoqué un petit peu, il y a toute la question juridique qui entoure le mariage. C'est une question qui est évidemment fondamentale parce que très souvent on zappe un petit peu les choses, on accepte des compromis qui ne nous arrangent pas toujours. Et c'est vrai que une des premières questions à se poser, c'est est-ce qu'on est bien en phase, l'un et l'autre, l'une et l'autre, avec la manière dont on souhaite se marier. Après, je ne rentre pas dans des questions juridiques, je pense que ça c'est une question de responsabilité personnelle. Mais déjà là, dans les difficultés qui surviennent parfois, puisque là je suis aux premières loges pour les accueillir, ces difficultés, on entend parfois certains frères, certaines sœurs, c'est souvent plus dans le sens sœurs qui acceptent des choses qui sont imposées par les frères, mais pas toujours. En tout cas, déjà rien que là-dessus, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que les premiers écueils qu'on va avoir, c'est de ne pas avoir pris suffisamment de temps pour sentir ce qui était juste pour nous, pour se positionner par rapport à ça et pour dire non, moi ce que je veux, c'est ça. Alors, on arrive évidemment, dès qu'on évoque la question juridique, dans la question de l'engagement. Le mariage, c'est effectivement un engagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de lamentations, mais qui sont basées sur des constats, réels. C'est que les jeunes ont de plus en plus de mal à s'engager. Et que tout le monde se dit, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Alors évidemment, il y a toutes les questions fiscales, sociales, etc. Parce que si on se marie, parfois, pour certains, ça perd des avantages, etc. Et puis bon, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi la question que nous vivons dans une société dans laquelle nous recevons en permanence des messages contradictoires. Et qu'est-ce que ça a pour effet de recevoir des messages contradictoires? Eh bien, ça a pour effet qu'on ne bouge pas. Si je vous disais, maintenant, la conférence est terminée, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont commencer à bouger, des gens qui vont se dire, ah ben tiens, déjà, ou des gens qui vont dire, ça tombe bien, j'en avais un petit peu marre, enfin voilà, mais il va se passer quelque chose. Et puis, dans la seconde, Nawal vous dit, non, attendez, j'ai encore plein de choses importantes à vous dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un moment de confusion, on ne va pas savoir ce qu'on va faire, etc. Et puis, idéalement, Aurélie va dire, non, c'est pas fini, c'est comme ça. On aura perdu quelques-uns en route, ça c'est clair. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne sait plus quoi faire à un moment? C'est que les gens vont rester sans bouger. Il y en a quelques-uns qui auront filé, et puis les autres, ils ne sauront pas quoi faire, ils vont être dans la confusion. Et c'est vrai que ce qu'on vit actuellement, on vit une période où on est un petit peu là-dedans. Alors il y a toute la question sociale qui entre en jeu là-dedans. Hein. Il n'y a qu'à prendre 2-3 exemples. On est dans une religion qui nous prescrit une certaine pudeur, et puis dès qu'on sort dans la rue, on se rend compte que c'est exactement tout le contraire à quoi on est soumis. C'est vrai que là, premier message contradictoire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas quoi faire, comment je peux être un musulman, comment je peux vivre ça de façon naturelle, illicite, etc. On ne sait pas trop. C'est pareil, retenue islamique en ce qui concerne les mœurs, etc. Et puis de l'autre côté, c'est la dictature de la liberté. Il faut absolument à tout prix faire tout ce qu'on veut. Et qu'on le veuille ou pas, on baigne là-dedans, nos enfants baigneront là-dedans, et on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. La priorité islamique pour les activités utiles,
l'apprentissage, des lectures édifiantes, sans négliger bien sûr les divertissements licites, etc. Mais on est en principe dans cette culture-là au niveau islamique. Et dès qu'on sort de ce cadre-là, vous allumez une télévision sur la première chaîne française ou même belge, mais bon, je crois qu'ils ont quand même un petit peu la panne, eh bien c'est en général un ramassis de choses complètement inutiles qui nous servent juste à quoi? À tuer le temps. Et c'est vrai qu'on est sans cesse avec des messages contradictoires comme ceux-là. Et donc c'est vrai que ça, c'est une première chose qui favorise forcément, pas forcément, la facilité de l'engagement. Parce que comment est-ce que je vais concilier mes aspirations religieuses avec mon intégration scolaire, puis mon intégration professionnelle, etc. On a tous entendu, hein, lui les musulmans, mais les cools ça va, quand on va boire une bière au bistrot du coin après le boulot, ils vont avec nous, tranquille, c'est bon. Donc ça va, lui il n'est pas trop musulman, et puis quand on entend ça, on se dit moi aussi j'ai envie d'être apprécié par mes collègues, hein, si je travaille avec des non-musulmans, et donc du coup, c'est quoi être un musulman cool, c'est quoi 5 prières par jour? Non, allez, tu déconnes, là, c'est pas possible. Et c'est vrai que, voilà, on est tout le temps là-dedans, et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se situer par rapport à ça. Les potes qui sortent en boîte, et filles comme garçons, on est soumis à tout ça. On a besoin de reconnaissance, c'est une réalité, il ne faut pas le nier non plus. Il y a aussi, dans cet immobilisme qui nous touche, alors je ne prétends pas faire quelque chose d'exhaustif, hein, de vous passer en revue absolument tout, mais c'est vraiment les principales choses que j'ai pointées. Il y a aussi quelque chose qui est inhérent à l'éducation qu'on reçoit. Alors, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que dans les familles musulmanes, il y a énormément de paradoxes qui sont donnés en matière d'éducation aux enfants. Je veux que tu réussisses là où moi, on ne m'a pas donné ma chance. Hein? Donc, tu vas te concentrer sur tes études et encore tes études, et tu feras que ça. Alors, les parents qui parlent comme ça, forcément, ils parlent pour bien faire. Il n'y a aucun parent qui se lève le matin en disant « je vais nuire à mon enfant », on est bien d'accord. Et avec les meilleures intentions du monde, finalement, il y a toute une partie d'éducation qu'on zappe. On entend plein de mamans qui disent « oh mais non, le pauvre, il ne peut pas faire son lit tous les jours, c'est pas possible, tu te rends pas compte, il doit prendre le bus à 7h30 pour aller au lycée, le pauvre. » Oui, c'est ça. Et puis ils oublient que peut-être ils ont vécu des vies beaucoup plus dures. Et c'est vrai qu'on prend l'habitude comme ça de mettre les enfants dans des cocons et finalement de leur envoyer des messages très paradoxaux. Parce qu'après un moment, c'est « quand est-ce que tu vas te marier ?» Je suis bien ici, pourquoi je vais me marier? C'est pas possible. Et filles comme garçons, hein. Et donc c'est vrai qu'on va se rendre compte que là, on commence à avoir vraiment des défauts, des manques en tout cas au niveau éducatif par rapport à ça. Autre message qu'on entend beaucoup, tu vois, avec ton père, je dois tout le temps demander de l'argent, ma fille, alors tu fais surtout pas comme moi, tu apprends un métier, tu bosses et tu dépenses surtout pas de ton mari. Ce qui en l'occurrence n'est pas toujours un mauvais conseil. Mais c'est sûr et certain qu'une sœur qui a baigné dans un message pareil, elle va arriver dans le mariage avec une prédisposition particulière alors qu'elle a vu sa maman faire exactement le contraire pendant toutes ces années de mariage. Okay? On s'est marié jeune, on n'a pas eu de jeunesse, amuse-toi, profites-en, tu t'engageras plus tard. Toujours avec les meilleures intentions du monde. Et quand on dit amuse-toi, c'est pas forcément dans l'illicite, même si on se dit oh, c'est un garçon, c'est pas grave. Toi, la fille, quand même, tu restes à la maison. Hein, Et c'est vrai que finalement, on va envoyer aussi dans l'éducation beaucoup de messages paradoxaux. Donc, si les parents les envoient, les enfants les reçoivent, et c'est avec ça aussi que vous, les jeunes, vous devrez composer quand vous arrivez dans cette période particulière où vous envisagez le mariage. Et donc, cette période, forcément, elle arrive de plus en plus tard. Alors, quand on est pris dans ce conflit de loyauté-là, qu'est-ce qui se passe? Messages paradoxaux, on ne sait pas, je fais comme ça, au bout du compte, je fais rien. Voilà. Et on est dans l'immobilisme, et c'est un fonctionnement psychologique qui est tout à fait reconnu, qui a été testé scientifiquement. Envoyer des messages paradoxaux sans arrêt à quelqu'un, au pire, vous le ferez devenir fou, au mieux, il ne fera plus rien. Okay? Et donc, là, il y a vraiment quelque chose qui sera à travailler. Il y a aussi la question de la place à laquelle on met l'enfant à l'heure actuelle. Hein, et qu'on soit dans des familles musulmanes ou pas,
on se rend compte que le centre de la famille, il a bougé, et que maintenant le centre de la famille, ce sont les enfants. Alors évidemment, ça pose un problème énorme que les enfants soient le centre de la famille, parce que quand ils sont prêts à quitter le foyer, qu'est-ce qui va rester dans le foyer? Or, le centre du foyer, c'est d'abord le couple conjugal et puis parental. Qu'est-ce qui reste dans le foyer quand les enfants sont partis? Le couple. Et donc, c'est vraiment toutes des choses qu'on doit apprendre ou réapprendre à considérer d'une autre manière pour aborder la vie de couple avec d'autres intentions, parce que sinon, ben, on risque d'aller vraiment au fiasco. On a des jeunes, en plus, ben, la conséquence aussi, c'est qu'on a des jeunes qui deviennent ben, forcément de plus en plus égocentriques. Si j'étais le centre du foyer de mes parents et que j'arrive dans ma vie de couple, ça va être un petit peu compliqué de partager le centre en deux, si j'étais habituée à ce que ce soit moi le centre. Les sœurs comme les frères, hein. C'est pas un truc où les vilains frères qui sont tous des machos, des trucs comme ça. Je vous assure que dans les nouvelles générations, il y a des frères qui rament et on essuie bien des larmes masculines aussi dans des débuts de couple qui sont vraiment pas faciles. Alors, il y a un aspect aussi qui est très très important à prendre en compte dans la manière dont on va aborder le mariage, c'est la question de la spiritualité. En faisant bien sûr la distinction entre la religion et la spiritualité, qui sont deux choses complémentaires, la religion étant la base, hein, et puis la spiritualité étant quelque chose qui est de l'ordre vraiment de l'excellence qu'on essaie de viser. Hein. Parce que c'est vrai que si on réduit la question d'être musulman à une série d'obligations, ben, on va perdre vraiment de la saveur dans la vie, même si ces obligations, elles ont un sens. Pour illustrer ça, je prends souvent l'exemple du théâtre. Si vous allez voir une pièce de théâtre comique, vous avez l'impression que tout le monde s'amuse comme des petits fous, tout le monde fait ce qu'il veut. Or, pour réussir une pièce comique, vous n'imaginez pas, beaucoup plus que dans une pièce dramatique d'ailleurs, les heures et les heures que les metteurs en scène et les acteurs auront passé à codifier chacun des gestes qu'ils feront. Parce que pour que l'effet comique marche, il faut absolument qu'à la seconde près, tout roule comme une mécanique incroyable. Et donc pour qu'à un moment les acteurs puissent vraiment donner cette impression qu'ils s'amusent comme des fous, ils ont passé énormément de temps avec des choses hyper codifiées. Tu mets ton pied là comme ça, tu parles exactement à ce moment-là, en faisant ce geste-là, pendant que d'autres fera ce geste-là. Je vous assure que le théâtre, c'est comme ça que ça se prépare. Entre la religion et la spiritualité, on est dans quelque chose de cet ordre-là, particulièrement dans la religion musulmane, où on dit que c'est une religion hyper codifiée, certes, et toute cette codification nous permet d'être libres après, justement, pour être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation spirituelle et du rapprochement vraiment profond avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est vrai que cette question-là, comment est-ce qu'on va vivre notre religion, notre spiritualité, eh bien, elle est aussi hyper importante à aborder quand on va aborder la question du mariage. Parce que si moi, j'ai des désirs d'élévation spirituelle très forts et que je vais épouser un frère ou une sœur, sans que je sois un frère ou une sœur bien entendu, qui n'est pas du tout dans le même trip, eh bien, il y a fort à parier qu'à un moment, il va y avoir quelque chose où on risque de ne plus s'y retrouver tous les deux. Alors, pour envisager le mariage, ben, évidemment, il y a la question de la rencontre qui se pose et la question des fiançailles. Alors, sur la question de la forme, chacun est responsable de ce qu'il fait. Je ne vais pas vous prescrire qu'on peut faire comme ça, pas comme ça, etc. Je pense que là, il y a des règles et des principes de base et que dans la manière dont on va les appliquer, on va trouver des choses qui sont différentes en fonction de la manière dont on a chacun intégré les règles islamiques. Les principes, ils sont là, pas de tête à tête et des choses comme ça. Maintenant, il y a des gens qui diront oui, à deux dans un restaurant, en public, ça va, et puis d'autres qui diront non, il faut absolument telle condition, telle condition. J'entre pas dans ce détail-là, mais ce qui est important, c'est qu'il doit y avoir, à mon sens, de l'échange entre les futurs époux avant le mariage, justement pour pouvoir discuter déjà au minimum de ce que je viens de dire. Il faut absolument qu'il y ait une période pendant laquelle les personnes puissent découvrir chacun leur personnalité. Et c'est pendant cette période-là, idéalement aussi, que chacun des deux éventuels candidats au mariage devrait pouvoir, je vais dire sans problème, on sait très bien que c'est toujours très délicat,
Mais à ce moment-là, on devrait pouvoir renoncer au mariage. Si ce qu'on découvre ne nous plaît pas, si ce qu'on découvre dans la durée, on se dit mais non, finalement, cette personne, ce caractère, alors on parle d'une période de quelques mois, maximum un an, il n'est pas question que ça dure des années, mais c'est justement en laissant passer quelques mois où il y ait certains contacts, même dans un cadre licite qui se passe, qu'on va pouvoir aborder certaines choses. On se rend compte quand on essaye de traiter des problèmes, par exemple, de violence conjugale, que la racine et les premiers signes de la violence conjugale, en général, ils étaient déjà là à la période des fiançailles. Un frère qui est, c'est souvent malheureusement dans le sens frère-sœur, mais je vous assure qu'il y en a dans l'autre sens aussi, un frère qui va être intolérant parce que la sœur a 5 minutes de retard, parce que ceci ou parce que cela, qui va s'énerver, qui va commencer à dire des choses qui dépassent sa pensée alors qu'ils sont seulement fiancés, ça pose question. Une sœur qui va faire une crise d'hystérie parce qu'elle vit une contrariété aussi du même ordre, ça pose effectivement question. Qu'est-ce qu'il en est réellement de la capacité de cette personne à supporter des frustrations et quel travail devrait-elle faire sur elle, cette personne, pour pouvoir cheminer vers un mariage et devenir un candidat ou une candidate au mariage qui soit, je vais dire, acceptable et pas quelqu'un qui risque justement de générer de la violence à la première frustration dans le ménage. Alors, il y a un aspect qui est très très important aussi, c'est la question de l'éducation affective et sexuelle. Alors, quand on aborde cette question-là, moi je l'aborde dans un sens vraiment très très large, parce qu'il faut d'abord commencer par la question relationnelle. Quand on est éduqué dans nos familles, alors je le dis au même titre pour les parents et au même titre pour les enfants, c'est le climat dans lequel on a baigné, c'est aussi un climat qui va déterminer la manière dont on aura appris à être en relation avec les autres. Parce que dans la famille, l'éducation sexuelle et affective, c'est pas juste d'expliquer comment on fait des enfants, c'est depuis le tout jeune âge, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend comment est-ce qu'on est en relation avec les autres, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se dit bonjour. Est-ce que je dis bonjour de la même façon à mon père, à ma mère, à mon cousin, à ma tante, aux voisins, à un copain d'école ou des choses comme ça? On n'est pas dans les mêmes degrés de relation. Et tout ça, on l'apprend dans la famille. Et ça fait partie de cette éducation-là. Il y a aussi le rapport à son corps. Hein? Un petit enfant, ben, il va régulièrement arriver dans votre salon en disant « Ah, je me suis mis tout nu, c'est rigolo. Ben, oui, t'as 1 an et demi, je peux trouver ça marrant, t'as réussi à enlever tes vêtements. Mais sache que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire, que hein, normalement, on se déshabille quand on est seul, à la salle de bain, avec maman ou avec papa, mais certainement pas en présence des étrangers. Et on explique tout ça aux enfants naturellement dans la vie de tous les jours. Et bien là, vous êtes déjà dans une éducation qui est une éducation à la pudeur, tout simplement. On ne fait pas n'importe quoi devant n'importe qui. Hein. Et il y a aussi tout le climat relationnel qui existe déjà entre les parents, qui va imprégner la manière dont on va apprendre, tiens, comment est-ce qu'on se parle entre époux. Vous avez des familles dans lesquelles, pour un oui, pour un non, ça crie, ça s'insulte, etc., etc. Mais c'est avec ça qu'on part dans la vie. Alors c'est vrai que parfois on a des parents qui se lamentent et qui nous amènent leurs enfants en consultation en disant « Je comprends pas, hein, il est toujours agressif, elle est toujours agressive, je comprends pas. » Et pourtant on lui parle, hein. Ah oui, on lui parle. Puis quand on examine un tout petit peu, quand on essaie d'analyser ce qui se passe, on se rend compte que parfois on est dans des familles où ça hurle pour un oui et pour un non, et dès qu'on s'énerve, ça insulte. Et donc c'est clair que dans la question que j'évoquais tout à l'heure, la tolérance à la frustration, c'est sûr et certain que c'est pas les meilleurs outils qu'on puisse transmettre. Et donc vraiment, l'éducation au mariage, j'ai envie de dire, la préparation au mariage, elle commence vraiment déjà aussitôt que ça dans la vie. Je vais parler après plus au titre des enfants, de voir qu'est-ce qu'on va faire aussi avec tout ça. Il y a aussi toute la question de l'hygiène corporelle. Ça peut paraître curieux de parler de ça ici, mais quand je suis en relation avec les autres, il y a des familles dans lesquelles on s'en fiche, on ne sait pas brosser les dents, on vient dire bonjour, on ne sait pas laver les cheveux depuis 15 jours, c'est pas grave, on se balade avec des vêtements remplis de trous et des choses comme ça.
c'est comme ça, il y a des familles où on s'en fiche, on n'apprend pas aux enfants spécialement l'hygiène corporelle. Or, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous êtes aussi un corps en relation. Je ne sais plus qui me parlait de Rachid Haddash tantôt, je pense que c'est toi, hein, qui expliquait que dans les conciliations qu'il faisait avec des jeunes couples, il devait parfois reprendre des choses aussi basiques que ça. Parce que de temps en temps, il faisait sortir un des deux membres du couple, on disait, mais qu'est-ce que t'as, pourquoi tu... Puis il disait, mais il pue tout le temps. Hein? Et ce sont vraiment des réalités. Et donc, dans l'éducation au mariage, ben, c'est aussi cette éducation-là. On ne va pas juste prendre sa douche le jour de son mariage, on va apprendre aussi à être en relation, hein, avec l'autre. Et être en relation avec l'autre, c'est aussi veiller... Alors, tout ce que je vous raconte, ce sont des principes islamiques. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de répéter des choses comme ça. Lave-toi, fais-toi beau, enfin, Nawal en a parlé d'ailleurs, etc., etc. Mais donc, ce sont vraiment des choses concrètement auxquelles il faudra faire attention. Ok. Répondre aux questions aussi que les jeunes se posent, enfin, que les enfants se posent, et puis à un certain âge, ben, aborder des questions si elles n'ont pas été abordées. Quand on a une jeune fille de 13 ans qui n'a jamais posé de questions, ben, c'est important de l'avertir de ce qui va lui arriver au niveau corporel. Pareil avec un garçon. Je dis qu'avec les jeunes enfants, ça ne sert à rien d'aller devancer les questions, d'expliquer des choses que les enfants ne sont pas prêts à entendre. Mais voilà, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qui doivent impérativement être expliquées aussi. Alors il y a aussi autour de tout ça toutes les questions qui tournent autour de la sacro-sainte virginité aussi. Islamiquement parlant, si l'un et l'autre sont dans leur première expérience de mariage, ils sont censés n'avoir jamais eu de rapport non plus, ni l'un ni l'autre. Et c'est vrai que ben, là aussi, il y a des choses à travailler par rapport à ça, parce qu'on reste encore avec des perceptions quand même fort différentes en fonction du fait qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Hein. Et la question, la virginité en tant que telle, c'est une prescription islamique qui concerne les deux candidats au mariage, et pas seulement les filles. Et c'est évoqué dans le Coran comme quelque chose que les hommes approuvent, comme quelque chose que les hommes recherchent ou apprécient, mais pas forcément comme une valeur en soi. C'est quelque chose, c'est une conséquence du respect de certaines normes islamiques, la virginité, et pas quelque chose qui serait de l'ordre d'une valeur inestimable. Alors, une éducation importante aussi à avoir, parce que qu'est-ce qui va se passer? À un moment, nous allons devoir faire un choix de conjoint ou de conjointe. Et c'est vrai que si nous n'avons jamais été éduqués à faire des choix, ça va être un petit peu compliqué. Hein? Et que c'est vraiment important d'apprendre à exercer son sens critique, à exercer, à s'exercer à savoir, tiens, ce que je vois là, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas? Et si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas, comment est-ce que je vais apprendre à le dire? Parce qu'évidemment, il n'est pas question de dire à quelqu'un, ta tête ne me plaît pas, t'es vraiment pas mon genre, hein, on va peut-être dire les choses en mettant tout doucement les fautes, n'est-ce pas? Des deux côtés, évidemment. Hein, et pas ben, tu te rends compte, avec la tête que tu as, franchement, jamais j'épouserai quelqu'un comme toi, c'est pas très sympa. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose où il va falloir exercer aussi cette faculté de sentir est-ce que les choses me plaisent ou est-ce que les choses ne me plaisent pas. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard.